Est-ce qu'on se venge? On se venge? De qui? De ceux qui nous ont mis dans la panade? Ou est-ce que c'est une responsabilité collective de tous les Français? Vous savez, le jour où on se redressera, et je suis sûr qu'il arrivera, c'est-à-dire qu'on sera un pays indépendant. Et qu'on retrouvera le goût d'une politique nationale, le sens de la France. Et qu'on sera indépendant. Donc, ça n'est pas possible autrement. Donc, en ayant quitté l'Union européenne, l'euro, en rebattant monnaie, en ayant de nouveau des frontières économiques, migratoires, commerciales, en ayant quitté ces alliances militaires qui nous obligent, comme l'OTAN, le jour où nous serons de nouveau la France, on aura d'abord œuvre à faire de concorde nationale. Donc on ne sera pas dans un esprit de vengeance, dans un esprit de jugement peut-être, sûrement, il le faudra. Parce qu'il y a des gens qui devront payer pour ce qu'ils ont fait. Un acte de haute trahison, supprimé de la Constitution d'ailleurs, je vous le rappelle, par Nicolas Sarkozy. À mon avis, ce n'est pas un hasard, parce qu'en matière de haute trahison, il se pose là. Ça, c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Je vais démontrer. Traité de Lisbonne, 2008. C'est-à-dire aller contre le référendum du 29 mai 2005. J'y étais, j'étais un jeune militant du non. Je vous rappelle, ma première télé, c'était sur ça. C'est dramatique, c'est honteux et c'est une haute trahison. La guerre de Libye, qui met à mal nos intérêts nationaux les plus profonds, c'est-à-dire notre sécurité nationale. C'est une haute trahison pour des raisons que la justice est en train d'éclairer. Je ne sais pas, mais enfin, on parle d'éventuelles contreparties entre un financement de campagne électorale et quelqu'un qu'il fallait ensuite éliminer, même s'il était chef d'État, parce qu'il en saurait un peu trop. Vendre 300 tonnes d'or à vil prix, l'or de la France et des Français. Faire revenir la France dans le commandement intégré de l'OTAN et se prétendre quand même gaulliste à côté, parce qu'on est à l'UMP. Qui se dit héritier des gaullistes, la blague. Ça vous en fait déjà 4. Oh, je peux y ajouter, c'est peut-être pas de la haute trahison, mais c'est de la très mauvaise gestion. La RGPP qui a détruit largement, et l'hôpital s'en est toujours pas remis, certaines de nos préfectures s'en sont toujours pas remis, etc. La révision générale des politiques publiques qui a détruit une bonne partie de l'appareil d'État, supprimé 12 000 policiers et gendarmes au moment où on n'avait absolument pas besoin de le faire, supprimé 54 000 militaires au moment où il fallait certainement pas le faire. Moi, c'est bon. Sarkozy, vous voyez, je l'ai vu parader récemment sur une autre chaîne YouTube, je ne citerai pas. Il avait un bracelet? Il faisait le beau. Pour moi, il ne fera pas le beau devant moi. Pour moi, il devrait être en jugement, cet homme, parce qu'il a trahi la France. Il avait son petit bracelet électronique? Je ne sais pas, on n'a pas vu ses pieds. Est-ce que la France est suffisamment endurcie pour affronter les comportements prédateurs de nos anciens alliés? C'est une question à la fois lucide et provocatrice que vous posez là. Lucide parce que, à l'évidence, non. À chaque fois, il faut regarder un peu ce qui s'est passé depuis que finalement la France s'est ouverte, et depuis que les grandes entreprises ont été reprivatisées, à peu près fin des années 80, début des années 90, et donc elles ont été la proie de prise de contrôle par des investisseurs étrangers. Ça a commencé avec Péchinet. Péchinet était le leader mondial de l'aluminium. Il faisait travailler des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers de Français et d'étrangers autour de ces installations de fabrication d'aluminium, de l'ensemble de la filière qui était intégrée, et y compris la fabrication de ses propres outils de travail. Péchinet a été interdite par l'Union européenne à l'époque de faire une prise de contrôle sur une entreprise concurrente. Et c'est l'entreprise concurrente qui a pris Péchinet, l'a coupé en morceaux, l'a revendu à la sauvette et à la découpe, et nous avons perdu Péchinet. Il reste 2 usines qu'on appelle des smelters, c'est-à-dire les usines qui fabriquent par réaction chimique l'aluminium, une à Dunkerque et une à Saint-Jean-de-Maurienne. Je me souviens qu'au gouvernement, on en a sauvé une sur le fil à Saint-Jean-de-Maurienne, mais il y a eu beaucoup de pertes et d'abandons à la suite de cette finalement interdiction par l'Union européenne d'acheter les autres et de transformation finalement de cette entreprise qui était le leader européen et mondial, donc pour les Européens trop puissante, curieusement. Et donc, elle est devenue la proie d'investisseurs. Après, il y a eu Arcelor,
Arcelor a fait l'objet d'une OPA inamicale par Mittal, un Britannique, non pas indien, mais britannique, qui a pris le contrôle de Mittal et d'Arcelor, et qui a finalement privilégié toujours son activité minière plutôt que son activité de transformation du minerai en métal et en métallurgie et en sidérurgie. Et donc nous avons eu à déplorer, à peu près sous tous les quinquennats, des prises de décision de défaisance, de fermeture d'usines. Sarkozy a eu Gandrange, Hollande a eu Florange, et ça va continuer. Le prochain sur la liste est connu, c'est Fos-sur-Mer. Et donc, quand on confie les clés d'une grande entreprise à capacité mondiale, transnationale et au minimum européenne, à des décideurs qui n'ont aucun lien avec le territoire français, n'ont aucun intérêt avec l'histoire et la géographie française, le résultat est toujours le même. Je peux continuer la litanie. Ensuite, avant de continuer la litanie, je vais vous reposer ma question. Mais c'est une litanie, malheureusement. Ma question était sur les questions de renseignement économique, d'intelligence économique. On en est où pour protéger les entreprises françaises? Mais vous voyez bien que la question ne se pose même pas en termes de renseignement économique. Pourquoi? Parce que les renseignements, tout le monde les a. Il suffit de lire Internet pour savoir ce qui se prépare sur telle ou telle entreprise. Il suffit de regarder les choses et de les analyser froidement. Et d'ailleurs, les analystes eux-mêmes donnent les informations. Donc ce n'est pas du renseignement économique, c'est du courage politique dont nous manquons. Renseignement économique, c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que nous sommes dans une guerre économique et que les États s'adossent aux entreprises multinationales qui ont des racines dans ces nations-États ou États-nations et qu'elles construisent des stratégies de prise de contrôle. Et donc, c'est pas très compliqué de comprendre que nous sommes nous-mêmes, avec des entreprises qui ont une taille certes mondiale, mais petite par rapport aux entreprises qui sont rattachées aux deux grands empires, la Chine et l'Amérique, nous voyons bien que nous sommes vulnérables. Donc la stratégie qui devrait consister à construire des conglomérats européens ou des conglomérats franco-français, ce que nous pourrions faire, c'est-à-dire renforcer par plusieurs métiers, un métier quand il est seul pour éviter des prises de contrôle et avoir des niveaux de consolidation capitalistique qui nous permettent d'échapper à la proie, au prédateur, à devenir une proie. C'est ça que je voulais dire. Et en vérité, le renseignement économique est totalement inopérant de ce point de vue-là. C'est-à-dire, qui s'en occupe en France? Normalement, c'est le Premier ministre qui est chargé de ça. C'est une mission interministérielle auprès du Premier ministre. C'est lui qui est chargé de collecter les informations, de se préoccuper des manœuvres qui pourraient concerner nos entreprises. Mais vous savez, les manœuvres qui concernent nos entreprises quand on les a perdues, Alstom, Technip, Lafarge, Alcatel, c'était les 4 autres dans la litanie que je voulais vous proposer de développer. Ces entreprises-là, c'est d'abord leurs dirigeants le problème. C'est eux qui vont se vendre, qui touchent d'ailleurs les bénéfices de cette vente. Chèque à l'appui, retraite chapeau garantie, ce qui est arrivé à M. Cron à la tête d'Alstom, ce qui est arrivé à M. Pilinco à la tête de Technip. Voilà. Je crois même que le président de Lafarge, qui était français, qui a vendu à Holcim, nous aurions pu faire tout autre chose. Nous aurions pu faire une alliance Alstom-Mitsubishi. Nous aurions pu imaginer, par exemple, une alliance ou une prise de contrôle par Saint-Gobain de Lafarge. On aurait eu dans le BTP, c'était pas absurde, le ciment et le verre, c'était pas absurde. C'est des métiers voisins, c'est des marchés à peu près communs. On aurait pu imaginer ça, ou Bouygues ou je ne sais quel autre. Donc, on peut construire des stratégies alternatives. Le problème, c'est que les dirigeants que nous avons font leur coup en douce. Et quand ils ont, par exemple, comme c'était le cas Technip, l'État à leur capital, ils arrivent à convaincre l'État. C'est ça qui est incroyable. Quand Technip, qu'est-ce que c'est? Prenons cet exemple. C'est quand même une entreprise de pas loin de 100 000 salariés dans le monde. C'est une des cotations du CAC 40. C'est le spécialiste français du pétrole, qui est né de l'Institut français du pétrole, qui a été créé par le général de Gaulle, avec tous les brevets de la recherche sur le forage pétrolier. Payé avec nos impôts.
Oui, exactement. Les contribuables ont tous participé peu ou prou. La sidérurgie, ils l'ont sauvé plusieurs fois. Alstom, ils l'ont nationalisé une fois. Lafarge, ils ont donné des marchés publics. Alstom, des marchés publics. Donc oui, sans l'État, il n'y a pas ces entreprises. Et c'est un bien qu'il y ait une alliance entre le public et le privé. Et donc, quand nous nous sommes retrouvés avec cette entreprise Technip qui a inventé l'idée qu'il fallait faire une fusion entre égaux avec FMC, qui est une boîte texane qui fait des choses à peu près similaires et complémentaires, américaine. Cette entreprise FMC était en difficulté. Mais ils ont trouvé quand même le moyen d'aller chez Goldman Sachs, qui a fait une attestation pour expliquer que c'était une entreprise qui valait à peu près la même chose que Technip. Donc on s'est retrouvé avec une fausse fusion entre égaux et en vérité, FMC a coulé et a mis en difficulté Technip. Donc allez demander aux ingénieurs, aux cadres, à la défense, ce qu'ils pensent de cette opération. Avec un déménagement du siège social à Houston, l'essentiel des fonctions de direction ont été transférées et la propriété de cette entreprise nous a échappé. Et vous avez dans ce conseil d'administration, vous avez quand même la BPI, l'Institut français du pétrole. Et il y a une personne qui s'est opposée dans le vote. Tous les autres ont vu leur rémunération augmenter, y compris les représentants de la BPI. Donc il y a juste un petit problème. Donc vous me parlez de renseignement économique, moi j'ai envie de vous dire, il y a juste un problème de loyauté. On dit souvent que l'écologie, c'est un sport de bobo riche qui va acheter ses petites tomates bio, qui va aller faire ses petits choux bio, qui va prendre ses petites chaussures en cuir bio. Pas en cuir, s'il est en plus vegan, parce qu'on se moque des végans aussi. Il faut pas se moquer des gens. Comment on fait quand on est pris dans ce système d'hyperconsommation capitalistique avec un salaire de misère, qu'on est obligé de manger des tomates dopées à X intrants dedans, qu'on est obligé de manger du poulet dopé qui vit sur de la merde. Je suis désolé, je suis vulgaire. Parler à ces gens-là, on devient inaudible en leur disant voilà, le bon marché, ça coûte cher. Quand la majorité est dans la survie, déjà en mangeant des produits pas chers, développés pour ce capitalisme qui a besoin de main-d'œuvre et qui ne sont pas des bons produits, qui contiennent moins de vitamines, moins d'éléments nutritifs. L'État, le président, il fait quoi? Il impose aux industriels. Bah oui, il n'y a pas le choix. Bon, d'abord, commençons par apprécier ce que vous venez de dire dans son fondement. Non, l'écologie, c'est pas un sport de bobo. Il s'agit de l'intérêt général humain. Si vous n'êtes pas le content, allez crever dans votre coin, mais comprenez que les autres essayent de faire autre chose. Je me fais l'avocat du... Non, mais j'ai compris, j'ai très bien compris. Mais vous faites bien de le faire. Parce qu'il faut poser cet argument sur la table. Il sert à discréditer un combat. Hein? Alors je veux bien qu'ici ou là, il peut y avoir des excès, hein, des gens qui se comportent comme des donneurs de leçons, parce que souvent, ils ne sont même pas conscients du mal qu'ils font. Je veux dire, le type... Mais je vais vous donner un exemple. Vous allumez votre télé, vous tapez une campagne sur les 5 fruits et légumes qu'il faut manger tous les jours pour bien se porter, etc. Ben, vous avez un tas de gens, mais on ne peut pas manger 5 fruits et légumes, ça coûte trop cher. Mais imaginez-vous l'humiliation que c'est. La pub passe et vous êtes avec vos gosses. Et vous avez votre gosse qui est premier de la classe parce qu'il travaille bien, et l'autre qui s'intéresse à tout, qui dit « Pourquoi on ne mange pas 5 fruits et légumes, papa ? Pourquoi on n'a pas 5 fruits et légumes ?»« Ah non, il n'y avait pas 5 fruits et légumes aujourd'hui. » Toi, tu réponds quoi, hein? Qu'est-ce que tu veux répondre? J'ai vu une fois un gars, pas loin de chez moi, là. Il avait ses 2 petits à la main, et il passe devant le marchand de fruits à Paris, et le marchand de fruits, il vendait des petites bananes, vous voyez? Et le gars, il a dû se dire « Des petites bananes, ça va être un petit prix. » Il les prend, et au moment de payer, je l'ai vu, hein, il repose et il dit merci. Et il s'en va avec les 2 gosses. Ah, j'avais le cœur en cendres. J'ai compris ce que ça voulait dire. Bref, donc on rigole pas avec ça, on le prend au sérieux. Tout le monde a le droit d'avoir le bon manger, mais il faut arrêter de raconter des salades. Pour faire ça, il faut changer le système. Vous ne pouvez pas le faire autrement. Si vous ne partagez pas
la richesse, vous ne pouvez pas augmenter les salaires. Si vous n'augmentez pas les salaires et les minimums sociaux, les gens ne peuvent pas s'acheter le bon manger. Par conséquent, le progrès social, c'est du progrès écologique à la sortie. Alors, rectifier la situation. Je dis toujours ça, moi ça m'amuse de dire ça, augmenter le SMIC, c'est écolo. Alors, on va dire, comment c'est écolo? Bah si, tout simplement parce que ça va nous aider à payer les produits au prix où on doit les payer. C'est un problème politico-économique très important dans notre société. Pendant toutes les 30 glorieuses, qui n'étaient pas si glorieuses que ça pour tout le monde, ils ont réussi à faire tomber le prix de l'alimentation de 20% du budget à 9%. Ça veut dire 11 points de gagné sur le dos des paysans. Et de la qualité de ce qu'on mange. Alors aujourd'hui, vous ne voulez pas entendre? Très bien, faites comme vous l'entendez, parfait, pour produire plus, moins cher. En avant, du glyphosate partout. Monsieur Mélenchon, ça coûte moins cher. C'est vous qui allez arracher l'herbe, monsieur Mélenchon? Et ainsi de suite. Toutes ces blagues de rustre. Hein? Bon, eh bien très bien. Donc il n'y avait pas d'agriculture avant que vous ayez inventé le glyphosate. Les gens, ils mangeaient quoi? Ils broutaient les arbres? Non, il y avait une agriculture. Alors arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. D'accord? D'ailleurs, il y a plein de paysans qui ont décidé, eux, ils ne veulent plus mettre de pesticides. Bon. Donc, les pesticides. Vous n'avez pas voulu, vous en avez mis partout, et vous voulez continuer? Eh ben non. Pourquoi? Parce que maintenant, 90% des rivières contiennent du pesticide. Vous, allez faire pipi, tchouk, on analyse ça, vous êtes contaminé. Alors ça vous a pas suffi ce qui s'est passé aux Antilles avec le chlordécone? Pareil, on leur a dit, oh, c'est pas grave, c'est pour les bananes. Et puis ça tue le ver des bananes. Alors moi je suis pas un ver, j'aime pas les bananes, donc pas de problème. Hein? Ben si. 99% des gens, on leur fait une prise de sang, on trouve du chlordécone, on sait que c'est un antillais. Et ça a été fait délibérément. Parce qu'aux États-Unis, ils ont arrêté dans les années 70, et nous, en France, on a arrêté en 90, sauf dans les Antilles, où on leur a encore mis 3 ans pour finir les stocks. Hein? Faut toujours un petit bout de pain pour finir le petit bout de fromage, puis un petit bout de fromage pour finir le petit bout de pain. Et avec le glyphosate, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors quand Macron est arrivé, il a dit, ben moi je vais arrêter ça. Alors bon, ça c'était au début. Après il a dit, dans 3 ans. Bon, il va à l'Europe et là-bas ils ont dit, ah non, dans 5 ans. Ah puis d'ailleurs pas dans 5 ans, dans 5 ans on en reparle. Donc il continue. Un petit bout de pain pour un petit bout de fromage, etc. etc. Donc moi je l'interdirai. Ça c'est la contrainte. Alors on me dit, c'est pas possible du jour au lendemain. Ben faudra vous y faire, trouver le moyen. Ben, c'est pas moi qui suis paysan, je sais pas comment on fait. Hein. Mais vous, si vous savez, non, c'est votre métier. Ah ben tiens, il ne reste plus que 200 000, où sont passés les autres? Et tous les 3 jours, ils s'en prennent de misère, de solitude, de dégoût. Alors, qu'est-ce que c'est votre truc? Alors les gens mangent mal, ce qu'ils mangent, ils absorbent des saloperies, les gens qui le font meurent d'ennui, meurent de solitude, meurent de tension, et puis en plus, ils meurent de maladies qui se refilent eux-mêmes en mettant les produits que vous leur avez dit de mettre. Quelle est la logique de votre système? À quoi ça sert? C'est la raison pour laquelle, quand on préparait le programme, c'était un des hasards, hein, je connais un petit peu 3-4 choses en agriculture, parce que j'ai été journaliste dans cette branche un temps, enfin non, modestement. Hein. Et puis après, il se trouve que le hasard de la vie fait qu'un de mes bons copains, qui a fondé avec moi le parti de gauche à l'époque... Comment il s'appelle? Il s'appelle Laurent Levard. C'est un agronome. Et c'est lui qui a mis le premier au point en programme. Donc le premier programme qu'on a eu, quand on a eu quitté le PS, c'est un programme agricole, grâce à lui. Et il participe toujours d'ailleurs au travail commun avec moi et je lui dois beaucoup. Alors donc, je connais le problème que ça soulève. Pas de glyphosate, ça va coûter plus cher. Ah ben oui, ça va coûter plus cher et on n'achètera pas moins cher parce que j'interdirai aux produits qui contiennent du glyphosate d'entrer en France. Le plus gros consommateur de glyphosate en France, c'est qui? C'est la SNCF. Non? Non, c'est la vigne.